À 10 heures du soir à Rochefort, beau temps, personne à la gare à m'attendre, rentrer à pied. Dans le salon, trouver mes pauvres vieilles, ma sœur et Ninette. Ninette, très grandie, presque une jeune fille. Pierre, note de la lectrice. Ninette est la fille de la sœur de Pierre Loti. Reprise. Pierre avait tenu à ce que j'arrive à la maison avec mes galons de lieutenant de vaisseau et m'avait fait changer de costume dans ce but à Toulon au départ. Samedi 5 mars, le lendemain. Pluie, visite officielle au major général le matin. Hélas, tous mes projets pour l'été, congés, voyages, il n'y faut pas penser. Je vais être le premier à partir, à peine arrivé. L'amiral m'offre le poste de secrétaire de la majorité, seul moyen de ne pas repartir encore. Une journée d'hésitation, c'est un moyen extrême, hésiter, balancer et puis accepter. Je serai à la tâche, hélas, et pour combien de temps? Et mon pauvre Pierre, quand le reverrai-je? Dimanche 6 mars. Encore l'hiver, un petit retour de l'hiver. Les soirées d'autrefois, soirées du dimanche, auprès du feu dans le salon, mélange de gaieté et de mélancolie. Elles sont si heureuses, mais deux pauvres vieilles, de penser qu'elles vont me garder longtemps comme un oiseau en cage. Ma sœur et Ninette sont là aussi. Et puis, Marie et Eugénie. Le piano est rouvert, le salon a sa physionomie des anciens jours, pauvres souvenirs d'autrefois, qui vont peut-être tout doucement effacer ceux de l'Orient et tant d'autres. 20 mars plus 14 jours. Expédition au port des Barques, note. Port des Barques à l'extrémité sud de l'estuaire de la Charente. Reprise avec maman et tante Clarisse, qui en sont encore à l'étonnement et à la joie, les deux pauvres vieilles, d'être libres enfin de se promener comme les autres. Après le service dans le vieux petit temple campagnard, nous allons nous promener du côté du Piédemont, note, falaise au sud de Port des Barques. Il y a des chants d'alouettes, des odeurs de printemps, des odeurs d'immortels sauvages et de bord de mer. Maman, qui marche encore comme une jeune fille, veut s'en aller jusqu'à un certain bois de pins qu'on aperçoit là-bas fort loin. Tante Clarisse, plus essoufflée, s'assied tout en haut d'un monticule de sable, d'où elle doit nous faire de grands signaux de parapluie quand il sera l'heure de rebrousser chemin. Italique. À Monsieur E. Pouvillon. Note. Julien Viau place cette lettre tout au début de 1881. Le contenu de cette lettre non datée nous amène à la placer ici en mars. À Monsieur Pouvillon. Monsieur, je viens vous dire que j'éprouve pour vous de la sympathie et de l'admiration. Vous exprimez des sentiments, des impressions que je croyais être seule à connaître et que peu de gens sont capables de comprendre en dehors de vous et de moi. Il y a affinité entre votre nature et la mienne. Et puis vous exprimez avec le talent d'un maître ces choses à peine saisissables. Voilà pourquoi je vous admire profondément. Je vis d'une vie errante en dehors de tout, en dehors du monde qui écrit, et je ne lis jamais. Un jour, par hasard, dans un café d'Alger, je crois, je suis tombée sur un numéro de l'Illustration qui contenait Matine. Note. Cette nouvelle, parue dans l'Illustration du 26 mars 1880, sera reprise dans le recueil Pays et paysages en 1895. Reprise. Sur un numéro de l'Illustration qui contenait Matine. Il m'a semblé que c'était moi qui avais pensé cela. Je retrouvais mes impressions de trappiste depuis longtemps oubliées. Et hier, sur deux vieux temps qui enveloppaient je ne sais quoi dans mes malles, j'ai reconnu votre nom qui m'avait frappé. Alors j'ai lu deux fragments d'une histoire intitulée Césette, note. Le roman d'Émile Pouvillon, Césette,
avait paru en feuilleton dans Le Temps en 1880, reprise. D'une histoire intitulée CZ dont j'ignore le commencement et la fin. Cela encore, c'était moi. C'étaient mes impressions d'enfant dans les bois. Tout cela revivait dans le passé mort. Je n'ai rien vu dans nos lettres modernes qui m'ait ainsi charmé du premier abord et attiré vers l'auteur. Quelqu'un vient de me dire que vos œuvres étaient publiées par l'éditeur Lemaire, et j'écris à cette librairie pour prier qu'on veuille bien vous faire parvenir ma lettre. Ma démarche est un peu drôle. J'ai bien conscience de cela, mais elle est très spontanée. Je vous prie, monsieur, de vouloir bien agréer l'hommage d'admiration que je vous envoie, et excusez la forme sous laquelle je vous le présente. Je vous suis si inconnu qu'il ne vaut guère la peine que je signe. Je vais le faire cependant, et vous donner mon adresse. Si vous étiez assez bon pour me répondre un mot, j'aurais plaisir à vous envoyer un livre. Je m'appelle Julien Viau, j'ai 30 ans. J'ai beaucoup couru le monde, et j'ai surtout habité l'Orient que j'aime. Je demeure pour le moment à Rochefort-sur-Mer, rue Saint-Pierre, 141. Julien Viau. Rochefort, majorité, 30 mars, plus 10 jours. Le capitaine Goula, du 3e d'infanterie de marine, arrivant de je ne sais quelle colonie, se présente à la majorité ce matin. Qui m'eût dit que cette petite tête chafouine, ridée par tous les vices, jaunie par tous les miasmes de la Cochinchine et du Sénégal, reparaissant après tant d'années, me causerait une émotion. Hélas, elle me rappelle le mess de l'infanterie de marine à Saint-Louis, et tant d'aventures et d'images oubliées, et le grand soleil de là-bas et la vie plus jeune et plus libre, et tous ceux qui étaient alors les compagnons de mes courses, dans le grand pays du sable et que la mort est venue prendre, les Spahis, Pierre Belhomme, mort à Gorée, et A. Maignan, mort à la Guyane, qui a laissé près de moi dans la vie une place vide. Pauvre Maignan, lui qui riait si fort, de son bon rire frais que j'entends toujours quand par hasard aux messes, le capitaine Goula prenait la parole. Et mon frère Joseph. Note, Joseph était un ami proche de Julien Viau. Avant que cette place ne soit prise par Pierre Lecor, Joseph a quitté la marine pour rentrer dans la vie civile. Reprise. Et mon frère Joseph. Hélas, tous disparus, dispersés ou morts, tout un passé déjà lointain et comme enfoui sous des cendres. Et moi qui m'étonne de me retrouver là, toujours le même, toujours aussi jeune de visage, et pourtant, en regardant au-dedans de moi-même, je vois tout fatigué et flétri. 1er avril 1881. Déjà un mois de passé dans ma vie régulière et monotone de secrétaire. Tout le jour occupé de règlements, d'ordres à donner, de lettres de service à faire, de punitions à distribuer. J'ai la tête cassée de dépêches ministérielles, mais tout va bien. Le vieil amiral Kakoshi Mebouru s'est déclaré satisfait de mes services et moi, je me suis laissé circonvenir, enjôler, et j'ai accepté à titre définitif, après m'être débattu comme un oiseau pris au piège, ce poste qui me va si mal. Le temps s'envole vite dans cette vie laborieuse et méthodique qui pour moi est nouvelle. Et il me passe dans le dos un froid glacial quand je songe que tous les jours, pendant toute une longue année, ce sera la même chose. Je rêve de la Méditerranée, de l'Orient, des aventures, du soleil, de tout cela qui est encore tout près et qui me semble déjà fort loin dans le passé. Je pense à mon pauvre Pierre qui m'attend lui aussi là-bas, en escadre sur la mer bleue. Les belles promesses de l'amiral, faites avant le pacte signé pour m'allécher, me semblent bien vagues à présent, dans les brouillards à venir. S'en souviendra-t-il seulement, et retournerai-je jamais là-bas sous le ciel pur? Dans les pays de l'islam? Autour de moi tout paraît gris, terne, mélancolique, et pourtant tout me sourit doucement. J'aime vivre de cette vie paisible de la famille,
la vie de ma petite enfance, je reprends tranquillement les habitudes d'autrefois. Le printemps de cette année est beau, les jardins fleurissent comme en mai. Mes deux pauvres bonnes vieilles s'empressent à me faire plaisir, travaillant tout le jour à repasser de leurs mains patientes les tentures de mosquée, les voiles, les coussins d'Orient, toutes choses qui vont me composer bientôt un petit appartement mystérieux digne des 1001 nuits, où je pourrais m'enfermer pour rêver de Stamboul. 4 avril. Comme un grand coup de foudre dans le ciel bleu pâle de ma vie. Une menace de guerre arrivait tout à coup du côté de l'Orient. Note. Un incident frontalier. Les 30-31 mars 1881, l'incursion d'éleveurs Kroumir dans le département de Constantine. Cet incident frontalier donc sert de prétexte à Jules Ferry pour lancer une opération militaire rondement menée qui conduira au traité du Bardo 12 mai 1881, faisant, sans employer le mot, de la Tunisie un protectorat français. Reprise. Arriver tout à coup du côté de l'Orient, non, ce serait au-dessus de mes forces de rester ici à la tâche s'il y a la guerre là-bas. Et mon pauvre Pierre qui serait, lui, aux avant-gardes de la marine sur le Friedland. Tous les marins de la division expédiés demain matin sur Toulon. Les ordres donnés partout comme pour une grande expédition sérieuse. Envahir la Tunisie d'abord. Et puis il y aurait l'Italie par derrière. Je laisserai tout. Et je partirai, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Je songe à tout cet inconnu, à tout cet imprévu, à tout ce soleil qui est devant moi, tout près peut-être et où je serai demain. Mon Dieu, pourvu qu'au moins nous soyons ensemble, Pierre et moi, si vraiment c'est la guerre. Rochefort, 11 avril. À Madame Juliette Adam, italique. Madame, vous m'avez permis de vous écrire quand je serai trop découragée sur moi-même. Je n'abuserai pas de cette permission, mais quelquefois j'en userai. D'ailleurs, je tâcherai de ne pas m'abandonner, de rester toujours, au moins pour le monde, un garçon posé comme les autres. Je penserai à l'amie précieuse que j'ai. Je ne ferai plus rien d'extravagant qui puisse éloigner ceux qui s'intéressent à moi. Je crois que vous me connaissez beaucoup, bien que j'ai eu l'honneur de vous voir à peine 2 ou 3 fois. Vous me connaissez autant qu'on peut me connaître parce que vous avez compris, plus que les autres, ce que j'ai écrit. Et vous voulez bien être indulgente pour ce que vous devinez que je suis. Je vous connais un peu aussi parce que moi, qui ne lis jamais, je fais pour vous ce que j'ai fait pour monsieur Daudet, qui m'oublie, après avoir eu un moment d'affection pour moi l'an passé. Je lis à peu près tout ce que vous avez écrit. Je vous aime beaucoup, madame. Veuillez agréer l'expression de mon attachement humble et respectueux. Julien Viau. Merci de m'envoyer le spahis. Il m'a semblé que ce commencement ne faisait pas trop mauvaise figure ainsi imprimé. J'aimerais bien que le manuscrit fût conservé, si cela était possible, à cause des annotations de mon ami Plunkett. J'ai vu 2 fautes dans les mots de la langue noire. Touali pour Toubab, Tasuke pour Kasuke. 24 mai, italique. A. M. E. Pouvillon. C'était bien le mariage de Lottie que je voulais vous envoyer. Vous l'avez lu, tant pis, je vous l'envoie tout de même. Je veux que vous en ayez un exemplaire qui vous vienne de moi. J'avais songé à vous envoyer Asiadé, mais il y a trop de passages mauvais. Ceux que, dans mon inexpérience, je m'étais cru obligé de fabriquer pour le public. Le spahis, qui vient de finir dans la nouvelle revue, est meilleur, mais les volumes ne sont pas encore prêts. Je comprends que vous vous soyez donné au roman rustique. D'une façon générale, je dois comprendre tout ce que vous pouvez dire et faire. Les natures compliquées comme les nôtres se reposent au contact des natures simples, des choses simples. Moi qui suis si compliqué que je m'y embrouille moi-même,
J'en reviens peu à peu, après avoir essayé de tout, aux façons d'être les plus primitives. Et mon seul ami dans la vie, mon compagnon, mon frère, est un matelot un peu forban, qui sait tout juste lire. Puisque vous avez entendu parler de moi par monsieur Daudet, que j'affectionne beaucoup, vous me connaissez déjà un peu. Je me figure que nous devons être à peu près du même âge, vous et moi, monsieur. Autrement, je serais intimidée si je croyais écrire à quelqu'un de plus âgé de plusieurs années. Veuillez agréer, cher monsieur, mes remerciements pour la lettre que vous m'avez écrite et une poignée de main, que je vous envoie de tout cœur, Julien Viau. Jeudi 26 mai, soir de l'Ascension, traversée brouage la nuit, en revenant à pied de Marennes, avec mon fidèle planton Carac. Rochefort, 30 mai 1881, plus 4 jours. À Émile Pouvillon, en italique. J'allais justement vous demander votre portrait, monsieur mon ami d'hier. J'attache beaucoup d'importance à la figure qu'ont les gens que j'aime, et j'étais bien sûre que le vôtre me conviendrait. Cela m'ennuie que nous ne soyons pas du même âge. 31 et demi, moi. Mais comme vous avez l'air très jeune, si vous permettez, je l'oublierai. Je n'ai pas un seul portrait de moi à vous envoyer, et ceux-ci sont la propriété de mon matelot Pierre. Il y tient comme à ses amulettes, et ne soupçonne pas encore que j'ai eu l'âme assez noire pour les lui voler. Aussi voilà, on vous les prête seulement, et quand vous viendrez nous voir quelque part, il faudra nous les rendre. Ils ne sont pas présentables et pas un ne ressemble, mais c'est égal. Cela m'amuse de vous envoyer cette collection. D'ailleurs, j'ai mandé un photographe qui viendra demain m'en confectionner une douzaine et je vous enverrai une belle épreuve toute fraîche. Je vais avoir alors 2 Cézettes, car j'ai reçu hier celle que j'avais fait demander par mon libraire le jour de ma première lettre. Envoyez-moi l'autre tout de même, je vous en prie, puisque vous avez bien voulu. Pardon, hein, Pouvillon, je note, Pouvillon, voilà. Je reprends, hein, gna 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 gna, gna gna gna. Puisque vous avez bien voulu me l'annoncer. Je tiens beaucoup à la voir venant de vous. Que vous dirais-je de ce livre? J'ai été charmée d'un bout à l'autre. J'aurais été très déçue s'il en eût été autrement. C'est bien là tout ce que j'attendais de cet autre moi-même, plus habile que moi, que j'avais rencontré un jour dans les colonnes du temps. La fin, le dernier chapitre, est peut-être de tous celui que j'aime le plus. Vous me direz, je vous prie, si le ménage de Césette et Joudy existe réellement quelque part. Je crois que j'irai leur faire une visite s'ils sont des personnes en vie. J'ai connu leur pays il y a bien longtemps, et je m'en souviens encore quand j'étais tout enfant, on m'envoyait passer mes vacances à la campagne dans le Quercy. Pour Asiader, je suis dans le cas où vous vous êtes trouvé pour Césette. J'ai demandé le volume à C. Lévy et il vous arrivera dans 2 ou 3 jours. Quand j'aurai un moment de paix, je vous écrirai pour vous soumettre mes idées et théories sur le genre de ménage, comme vous dites, que nous pourrions faire ensemble. Maintenant, je vous laisse pour m'occuper par force de choses maritimes. Votre loti. 1er juin plus un jour. 3 mois déjà que je suis ici. L'été est rendu. Note, tournure saintongeaise pour l'été est venu. J'ai repris tout doucement les habitudes régulières tranquilles d'autrefois. Tout se calme, tout s'apaise partout. Du côté de l'Orient, le silence aussi se fait. Et il me semble n'avoir jamais quitté mon pays. Tout le reste est comme un rêve. Tout se calme, tout s'apaise. Plus de préoccupations, de soucis rongeurs. Les difficultés matérielles de la vie même sont aplanies. J'ai de l'argent et j'en aurai. Je fais bon ménage avec mon vieil amiral. Je sens autour de moi l'estime de tous. Je suis devenu presque un personnage, même pour les bourgeois bornés de mon pays. Il y a quelques années qui me l'eût dit. Deviendrai-je un bon bourgeois, moi aussi? Il fait beau, tout est vert et fleuri, et pourtant, mon Dieu, que je m'ennuie.
tout fermé dans ma chambre turque quand les pastilles du sérail brûlent. Note, pastilles aromatisées, gingembre, cannelle, etc. L'Emma Bovary de Flaubert en faisait brûler pour se procurer des sensations d'exotisme. Reprise. Quand les pastilles du séral brûlent, quand les vieilles armes brillent sur le fond sombre des vieilles tentures, c'est en Orient que ma pensée s'en va. Il ressemble à mon pauvre petit Mehmet, mon planton Clarac. Je le fais habiller en turc, dans un costume que Mehmet a porté. Et quand il est par terre devant moi, allumant le narguilé, je songe au logis d'Eyoub, et mon cœur est serré étrangement. Vendredi 3 juin. Un orage épouvantable, pluie à torrents. Il tonne durant plusieurs heures. Je n'ai entendu vacarme pareil qu'un jour dans les montagnes de la Dalmatie l'automne dernier, un jour auquel est mêlé le souvenir de Matea Janovic. Samedi 4 juin. Aimé arrive de Paris le matin. Note. Aimé Bon, cousin de Lottie, chez qui il a habité durant son année à Paris. Nous repartons ensemble pour Marennes le soir à 5 heures avec Armand et tante Clarisse. Maman est déjà à Marennes pour 3 jours, avec madame Massot, réunie pour la première communion de Ninet, temps splendide. J'ai prié qu'on m'installât un petit campement pour ces 2 jours, dans un vieux grenier, dans le jardin, au milieu des arbres. J'ai la compagnie des hirondelles qui nichent le long d'une poutre de mon plafond. Les oiseaux me font un tapage impossible toute cette nuit d'été. Dimanche 5 juin. Un beau jour de Pentecôte. Ninet fait sa première communion, au vieux temple de Marennes par une chaleur terrible. Beaucoup de bonnes vieilles en coiffe. La journée sous les arbres du jardin. La nuit, mes voisines les hirondelles viennent me regarder quand je suis couchée dans mon grenier. Elles donnent de grands coups d'aile dans la flamme de ma bougie, très effrayées de me voir. Grand vent d'orage vers 3 heures du matin qui entre par les fenêtres sans vitres de mon logis et chavire un paravent. À 6 heures du matin lundi, je repars pour Rochefort par le courrier de Saint-Aignan. Note. Commune sur la route de Rochefort à Marennes, près d'Échillais. Je vis seule à la maison pendant 2 ou 3 jours, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie, mes 2 pauvres vieilles étant restées à Marennes. Le lundi soir, lundi de Pentecôte, courus dans les bois de Bord, Note, village de la commune de Tonnay-Bouronne. Avec mon planton Carac. Nous rentrons vers minuit à pied, après avoir dîné à Charente, note, usage local, pour désigner Tonnay-Charente à l'est immédiat de Rochefort, rapportant des gerbes de pois-fleurs et d'églantines roses. 15 juin 1881 plus 10 jours. À Émile Pouvillon, italique. J'ai tant de choses à vous dire que je ne sais par quel bout les prendre. Si vous permettez, je n'y mettrai aucune suite. J'en serais incapable. D'abord, pardonnez-moi d'avoir répondu avec tant de calme à l'amitié que vous m'avez si spontanément offerte. J'ai eu conscience, après coup, de l'effet glacial que j'ai dû vous produire. Que voulez-vous? C'est ainsi que je suis. Vous ne m'avez pas effrayé, non, croyez-le bien, même pas étonné. Vous m'avez même fait grand plaisir et je vous remercie de bon cœur. Mais si vous saviez, dans le courant de ma vie déjà si compliqué, tout ce que j'ai rencontré d'enthousiasme, de dévouement passionné, si vous saviez la longue liste de ceux qui se sont donnés à moi corps et âme dans l'élan d'un premier moment. Et tout cela a duré, Allah sait combien de jours. Voilà encore que je vais avoir un air très poseur en vous parlant ainsi, et je retombe dans les théories surannées d'Asiadé. Mais je vous assure, vous ferez comme tant d'autres, attiré par un quelque chose qui est en moi et qui ne ressemble pas à tout le monde, vous vous approcherez, vous regarderez de près, vous direz ce n'est que cela, et vous passerez votre chemin, ce qui n'empêche que nous trouverons du charme pendant quelque temps à faire connaissance, à nous déchiffrer, à examiner les côtés de nos deux natures, ce charme des amitiés nouvelles qui passe si vite et qui ne laisse rien après lui quand on a fini de se dévisager, de se connaître. Pluquette, qui est peut-être un de mes plus fidèles, après Pierre bien entendu, affirme qu'il y a sur mon individu plusieurs couches différentes, déposées par les circonstances anormales au milieu desquelles j'ai dû vivre, et que le moi,
qui est tout au fond le vrai celui-là, est un homme primitif, une espèce de sauvage préhistorique, qui se montre de temps en temps et fait peur aux gens. Il explique ainsi comment nous n'arrivons jamais à nous entendre tous deux, lui étant très civilisé, tandis que, avec Pierre, l'union est rarement altérée, parce que celui-ci, étant aussi un homme primitif et toujours sûr de rencontrer ce qu'il y a en moi de moins factice et de plus profond. Cette théorie est extravagante, comme toutes celles que fait Plunkett. Pour le moment, je vous aime bien. Je compte que nous nous verrons cet été, et je vous soumettrai dans une prochaine lettre mes plans à ce sujet. Je vous serre la main affectueusement, Julien Viau. Encore une photographie nouvelle que je viens de faire, la seule qui me ressemble. Vous êtes heureux, vous, d'avoir une tribu des bénis hurleurs, note la famille, femme et enfants de Pouvillon. Moi, hélas, je suis bien seule. C'est ici qu'est mon logis fixe, mon vrai logis, celui où je suis né, celui où de temps en temps je reviens pour me poser. Autrefois, nous étions nombreux dans cette maison qui me semble à présent vide et triste. C'est ma chère vieille mère qui garde le foyer quand je suis au loin. Elle est bien vieille, et avec terreur, je sens approcher le moment où je ne l'aurai plus. Alors on verra disparaître ce personnage que je joue pour elle, et qui se nomme Monsieur Viau, officier de marine, garçon rangé et assez comme il faut. Je m'en retournerai en Orient, dans quelque coin bien au soleil, finir tristement une existence d'égoïste et d'inutile. Maintenant que vous êtes au courant même de mes projets d'avenir, vous me connaissez presque autant qu'on peut me connaître. Rochefort, 20 juin 1881. Mon planton, Clarac, est parti hier pour son pays, le domaine de Rua, village de Pérusse-Grande, canton de Montesquiou, Gers. Je tenais à lui, il était le modèle des plantons. Il n'avait pas son pareil pour fourbir les armes, épousseter les panoplies, allumer le narguilé, ranger avec goût les affaires. Il s'habillait en turc pour les réceptions orientales et faisait un très joli turc, correct et muet comme un serviteur du sérail. Sa bonne figure méridionale était très brune et très fraîche avec de beaux yeux noirs très fins. Elle était très jeune surtout. Il apportait une note de jeunesse dans mon appartement sombre. Cela m'amusait de l'entendre circuler autour de moi, doucement avec ses espadrilles, soulevant avec précaution les draperies des portes, rangeant les objets, hasardant quelquefois sur les choses des réflexions timides, très drôles. Il avait un peu les larmes aux yeux en me quittant, mon pauvre planton, et pourtant il était bien heureux de s'en retourner dans son village. Quelle joie et quel tapage hier dimanche à la gare des Charentes, note l'ancienne gare ferroviaire, qui sera remplacée par l'actuelle en 1917. Reprise à 10 heures du soir. C'était la classe 1875, qui était congédiée et qui partait. Et ils s'en allaient ensemble, au pays, toute une bande de matelots des bords du Gers et de la Garonne. Ils s'en allaient pour tout de bon. Fini le service et la marine. Et c'était une de ces joies folles, comme on n'en éprouve qu'une fois dans la vie. Les fiancés, les vieilles mères attendaient au village. Après avoir couru le monde pendant 5 années, ils s'en retournaient ces matelots, hommes faits maintenant, ayant fini avec les aventures, les fatigues, les misères, pour devenir de bons paysans, de bons pères de famille, rentrés pour la plupart dans la vie tranquille et normale des champs. Et ce genre de joie, qui n'est pas fait pour moi, et qui débordait de tous, m'apportait une sorte de mélancolie sombre, et après avoir serré la main à Clarac, assez tristement, je suis rentrée chez moi. Mardi 21 juin. À la vieille Limoise, le soir. Beaucoup de chèvrefeuilles et d'églantines, dans le bois des carrières, sous les beaux chênes qui sont tous mes vieux amis d'enfance. 25 juin 1881. Italique. À Émile Pouvillon. Comme vous prenez aisément votre parti de voir tout finir, mon cher ami, c'est en cela, en effet, que nous différons beaucoup. Ma vie à moi s'use à lutter contre la fragilité des choses, à retenir tout ce qui s'en va, me cramponner au passé mort. Vous dites, vous, l'herbe pousse sur les tombes, et cela me suffit.
On voit bien que les conditions de nos existences à tous deux sont essentiellement différentes. Vous savez, les herbes qui poussent sur votre tombe à vous, ce sont vos fils. Moi aussi, si je m'étais fait une vie possible et comme tout le monde, au lieu de m'éparpiller partout et de tout gâcher, si j'avais près de moi des petits-enfants que bien sûr j'adorerais, moi aussi je sentais laisse courir, comme les matelots, que la fin vienne, de belles herbes pousseront sur ma tombe, mes fils, dans lesquels quelque chose de moi revivra. Hélas, j'ai bien un fils, note. Le fils, je ne vois. Aussi, mais il est si loin, nous sommes séparés par tant d'impossibilités, que c'est comme si j'étais seule. Rien ne poussera sur ma tombe qui sera sans doute en bonne terre musulmane, sous les cyprès noirs, une petite borne droite coiffée d'un turban, et quand je verrai finir ma jeunesse, vieille égoïste usée, il est possible que je fasse finir ma vie du même coup. Je crois que je viens de vous faire une manière d'élégie, excusez-moi, ces considérations sur les fragilités en général ne s'appliquent nullement à notre amitié. Notre amitié étant à peine née, n'a pas le droit de mourir encore. Elle finira dans la banalité et le désenchantement, c'est indiqué, c'est fatal. Tant pis. Essayons tout de même, c'est dit, je me livre à vous. Un de plus auquel je me serais donné, et jamais personne ne m'a attiré plus vite et plus fort que vous. Et pourtant, il y a des amitiés qui sont durables, je vous assure. Ainsi celle de Pierre et de moi, par exemple. Pensez-vous qu'elle pourra finir? Elle a résisté aux années, aux frôlements de tous les jours, à la solitude de la mer, à des circonstances terribles où nos deux sauvages se sont rencontrés face à face dans la lutte pour la conservation. Nous avons toujours été prêts à tout risquer l'un pour l'autre. Et vraiment, si on m'affirmait qu'un jour viendra où je n'aimerais plus mon pauvre Pierre, ce serait pour moi la déception suprême. Il me semble que j'attacherais un grand prix à une amitié un petit peu solide faite avec vous si nous pouvions. Vous voyez que je vous écris déjà d'une manière bien intime. Soyez indulgent. Mon sauvage à moi a fait pire que le vôtre sans doute, parce que, voyez-vous, il a été livré à lui-même très jeune, en contact avec d'autres sauvages, de vrais ceux-là, sans contrôle dans des pays où les 1000 freins de nos sociétés policées n'existent pas, et où le soleil tape dur sur les passions. Si vous saviez, peut-être n'auriez-vous pas serré la main que je vous ai tendue. Soyez indulgent. Votre assiette morale est plus solidement établie que la mienne. Vous devez être plus calme et plus heureux. Je pense que votre amitié me sera douce et me fera du bien tant qu'elle pourra durer. Votre affectionné Lottie. Je crois que je ne vous ai pas dit un mot des Nouvelles réalistes. Note. Volume paru en 1878. Comme c'est joli, et comme je me suis encore souvent retrouvée là-dedans. À Émile Pouvillon. Vous vous ennuieriez, note, manque le début de la lettre. En d'autres temps, nous aurions été courir dans les bois, sur la mer et sur nos grandes plages de sable, mais maintenant, j'aurai toujours un fil à la patte, dont l'amiral tient le bout. Il faudrait rester enfermé, et vous non plus, vous ne devez pas aimer cela. Pourtant, si vous vouliez venir, quel plaisir vous me feriez. Je vous installerai dans ma chambre turque, je vous brûlerai des parfums, je vous ferai fumer du latakié, note, variété de tabac d'Orient de couleur noirâtre, et des narguilés exquis, préparés à la crotte de chameau. 5 juillet. Je reprends ce bout de lettre banale commencé pour vous samedi, et interrompu par 2 jours de visite officielle et d'inspection. Je vous l'envoie tout de même, parce qu'il vous mettra au courant de ma situation de prisonnier. Si vous saviez comme je serais heureux d'aller vous trouver pour quelques jours, voir vivre les campagnes et les personnages que vous avez peints dans vos livres, me promener au milieu de tout cela avec vous. Moi aussi j'aime la vie des aulnes, des plantes, des mousses. Je puis comme vous m'y absorber, m'y reposer. Dans les bois, dans les solitudes de la campagne, je trouve encore des apaisements, des tranquillités. Une innocence m'enveloppe, comme vous dites, c'est bien cela. Je n'aurais pas trouvé une énonciation aussi simple de ce que j'éprouve. Par instants, l'envie me prend de tout oublier et de tout recommencer. Ma figure, déjà flétrie, est encore bien jeune à certaines heures.
et je suis encore bien enfant quelquefois. Un an de vie régulière dans les champs m'apporterait un rajeunissement physique très grand. Je me dis que je pourrais peut-être tout recommencer en m'y prenant autrement. À la campagne, vivre avec une petite caisette quelconque, d'une vie de paysan tranquille et simple, simple surtout et primitive. Mais non, il est trop tard, mon mal est trop profond, et mon passé trop lourd. Je n'ai qu'à suivre le courant qui m'emmène, en ramassant de droite et de gauche les dernières jouissances que je rencontrerai sur ma route. Vous allez-vous du côté des Pyrénées chercher vos impressions d'enfance? Les miennes, mes premières, sont ici dans ce pays, et je les retrouve encore dans nos bois. Je vous mènerai dans ces campagnes, et vous verrez que vous les aimerez. Elles sont monotones, pourtant plates comme une mer. Dans les coins qui me sont familiers, les roches affleurent partout. Le sol est écorché de pierrailles d'un gris rose. Là-dessus croissent des chênes verts, très vieux, qui font çà et là des masses noires, et puis par terre des bouillers, note, terme charentais, buissons touffes, et puis par terre des bouillers, de bruyères, des lichens, et toutes les petites fleurs rares et exquises des lieux pierreux. Cela sent partout la menthe et la marjolaine. Les troupeaux de moutons promènent avec eux une bonne odeur de serpolet. Mais mon malheur, c'est comme je vous le disais de m'être éparpillé partout. J'ai aimé quantité d'autres recoins de la terre, sans même parler de l'Orient, et quand je suis quelque part, il me manque toujours quelque chose de moi-même qui est resté ailleurs, la Polynésie. Que j'ai aimé ce pays-là, ces plages blanches de corail, ces bois où on n'entend aucun bruit, ce je ne sais quoi insaisissable qu'il y a là-bas et qui hante encore mon imagination d'une étrange manière étonnée, une autre région désolée entre toutes, que j'ai cherché à peindre dans le Spahi, les parages du Cap-Vert. Oh, cette région morne, sur laquelle se promène un soleil terne et lourd, plus large que le nôtre, ces plaines de sable qui ne finissent pas, avec des baobabs, de loin en loin plantés dessus. Je les connais tous, ces baobabs, à l'abri desquels j'ai si souvent dormi pendant toute une période inoubliable de mon existence. Je dessinerai encore la tournure de chacun d'eux, les contournements de leurs grosses branches grises qui n'ont pas de feuilles. La nuit, je m'éveille en y songeant. Je les vois dans mes rêves, plus tristes et plus énormes que nature. J'ai comme le mal de ce pays-là. J'ai bien été dérangée par 50 personnes au moins, mon cher ami, depuis que j'ai commencé à vous écrire, et vous vous en apercevrez en lisant. Ça n'est pas ma faute, pardonnez-moi. Viendrez-vous un peu me voir? Réfléchissez. Vous me feriez tant de plaisir. Votre ami Lottie. Dimanche 31 juillet, plus 25 jours. Une petite boîte m'arrive de Rosporden, remplie de fleurs des bois. Des bruyères roses, du chèvrefeuille, de ces fougères qui sont particulières aux campagnes bretonnes, et puis des luses, et toutes mes impressions de Bretagne sortent en même temps de cette petite boîte et me montent en tête comme un parfum de fleurs. Nos courses avec Pierre dans les bois de Rosporden, ma chambrette blanche de là-bas, les vieilles chapelles en dentelle de granit rongées de lichen, le son des binious, les intonations dures de la langue celtique, les filles de Rosporden et de Banalec en grandes collerettes blanches, tant de choses bretonnes qu'il faudrait des volumes pour les dire, et surtout ces 4 jours paisibles et heureux passés en juillet dernier dans la maison de Pierre. Et cette année, mon pauvre Pierre fait la guerre là-bas sur la rade de Tunis, et moi, pauvre oiseau voyageur qu'on a mis en cage, je suis ici où mon imagination s'éteint entre des murs. Même jour, 7 heures du soir. À E. Pouvillon, italique. Je vous écris de ma chambre à coucher, près de ma fenêtre ouverte. Elle donne, cette fenêtre, sur une tranquille rue de province, sur de vieilles maisons que j'ai connues à cette même place tout enfant. Le ciel couchant est pur et lumineux, avec des vols d'hirondelles noires qui font la chasse aux bestioles de l'air. Tout est très silencieux dans le voisinage. Les bonnes gens du quartier sont partis pour la promenade du dimanche. C'est à cette heure particulièrement mélancolique du soir
que je sens plus fortement ma solitude. Ma pensée s'en va courir dans le passé, dans toutes sortes de pays où j'ai vécu. J'aurais envie de vous avoir un peu là, si près de moi, pour causer. Je serais en train de vous raconter un tas de choses ce soir si la nuit ne venait me prendre, mais il fait déjà noir dans les recoins de ma chambre, et les idoles d'Océanie pendues au mur commencent à me faire la grimace sous leur couronne de plumes. Dimanche 7 août, plus 7 jours. À Saint-Porcher, avec mon planton. Je n'avais pas voulu y retourner depuis 4 ans. Grande chaleur d'août, ciel bleu sans nuages. L'après-midi dans les bois de la Roche-Courbon, dans les marais, dans les grottes, rien n'y est changé. Le charme de tout cela est demeuré le même. À 6 heures, nous rentrons à Saint-Porcher, comme autrefois par le petit chemin de la Vauzelle. Dîner à la Croix-Blanche. Note, hôtel situé face à la maison naguère habitée par Armand et Marie Bon. Les bonnes gens de là se mettent en 4 pour me bien recevoir. Après dîner, je reste longtemps assis sur le banc devant la porte du petit hôtel campagnard, regardant la vieille église, le village où rien n'a changé, et songeant aux étés d'autrefois. Puis je descends à la maison qu'habitaient Armand et ma sœur, et je demande à entrer. Là non plus on n'a rien dérangé, et les pauvres gens qui y demeurent me laissent promener seule, par délicatesse. Sur la vieille terrasse, toujours les mêmes fleurs poussant dans les pierres. Les grands arbres de la cour sont à leur place, toujours les mêmes. La nuit tombe, et il fait sombre sous leurs branches. Je descends par le petit sentier du fond, et je vais m'asseoir au bord de l'eau, sous les saules. Il faudrait des volumes pour écrire les impressions tristes de cette soirée. Nous restons dans la forêt de la Roche-Courbon jusqu'à 10 heures. La lune éclaire comme le plein jour. Cela sent bon la menthe et la marjolaine. On entend de petits bruissements d'oiseaux qui rêvent dans les branchages épais et noirs des chênes verts. On entend dans le marais crier les renards et les loutres. Mon planton pense qu'il doit y avoir des loups-garous dans cette forêt comme dans celle de son pays, qui en sont pleines, et il a peur. 2 heures et demie de marche pour atteindre Saint-Savignan, où nous arrivons à minuit 30. Le train de nuit a près d'1 heure de retard, et nous ne sommes de retour à Rochefort et couchés qu'à 3 heures. Rochefort, 10 août. Je rêvais cette nuit que j'étais monté avec Joseph, note, Joseph Bernard, note de la lectrice, probablement le premier de ses amis matelots quand il a commencé son poste de matelot dans la marine nationale, de marin dans la marine nationale. Je rêvais cette nuit que j'étais monté avec Joseph sur une espèce de traîneau qui filait avec une terrible vitesse, fendant la nuit noire, franchissant des montagnes, des ravins, des fondrières, des rochers où poussaient des bouillées de chamarops et d'agaves. C'était l'Algérie, ce pays que nous traversions. Nous étions partis de Constantine, nous vîmes passer Beaune, Delhi, Alger, où s'agitaient quelques lumières. Aux portes des villes, des gens accouraient avec des lanternes pour nous demander nos billets comme au chemin de fer. Mais nous passions trop vite. Nous étions debout sur ce traîneau étroit qui glissait sur des rails comme un char russe. Nous nous tenions l'un à l'autre à chaque instant, prêts à perdre l'équilibre. Nous étions inquiets d'être seuls et sans armes pour traverser les solitudes de ce pays la nuit. Bientôt Oran, avec Mers el-Kébir, passèrent aussi. Et puis encore des fondrières et des solitudes. Nous avions franchi la frontière du Maroc, et les murs de Tanger, que commençait à éclairer un lever de soleil mystérieux, apparaissaient déjà devant nous quand je m'éveillai. Rochefort, 18 septembre, plus un mois. Ninet est venu passer ses vacances avec nous en attendant le fameux voyage à Paris qui doit se faire en compagnie de maman Nadine. F. Bailly, revenu de son poste de Winlong, ici pour 8 jours. Son séjour à la maison m'apporte dans la monotonie de ma vie un ressouvenir de la vie libre
et du grand soleil d'autrefois. Dimanche 25 septembre, plus une semaine. À 8 heures du matin, départ pour Paris en partie fine, avec maman Nadine et Ninet. Notre pauvre, chère vieille mère, qui avait rêvé toute sa vie de voir Paris, un peu émue et inquiète malgré tout de ce départ, et dans une joie d'enfant de faire ce voyage pour la première fois, à 70 ans avec nous deux. Un temps magnifique commandé exprès pour nous. 2 heures d'arrêt à Poitiers, le temps de leur faire voir la ville et les allées de Blossac par ce beau soleil d'automne. En passant, maman se fait montrer le château d'Amboise à cause des Huguenots, note. Opéra de Meyerbeer, 1836, sur un livret de Scribe et Deschamps. Ce fut, en 1866 à Paris, le premier contact de Julien émerveillé avec l'opéra. L'action se déroule en partie dans les châteaux de la Loire. Reprise. Château d'Amboise à cause des Huguenots. Note, opéra, etc. Justement, un journal acheté à Tours annonce qu'on les jouera, les Huguenots, samedi. C'était la principale attraction de son voyage. À 10 heures du soir, elle arrive à Paris, pas fatiguée du tout. Nous soupons chez Aimé, où l'hospitalité est affectueuse et cordiale. Samedi 1er octobre, plus 5 jours. La fameuse représentation des Huguenots tant désirée. Maman assise à sa place d'honneur à 18 francs, entre Ninet et moi, habillée à Paris, animée, rajeunie, à l'air d'une comtesse douairière. Dans les entr'actes, elle promène sa petite traîne au foyer et reçoit les hommages de Bailly, du jeune gommeux Georges Calman-Lévy, note Georges, 1859-1937, frère de Gaston, 1864-1948, tous deux fils de Calman-Lévy, 1819-1891. Reprise. Du jeune gommeux Georges Calman-Lévy, etc. En 8 jours, elle est déjà devenue très parisienne, transformée. Elle jouit de tout ce qu'elle voit comme une jeune femme intelligente, trouvant tout naturel d'avoir sa loge à l'Opéra-Comique, à Michel Strogoff, note l'adaptation de son roman par Jules Verne avec A. Dennery était donnée au théâtre du Châtelet depuis le 17 novembre 1880 avec un très grand succès. Reprise. D'avoir sa loge à l'Opéra-Comique, à Michel Strogoff, à la Comédie-Française, etc. Des voitures tout le jour, on s'arrête de temps en temps dans les magasins pour faire des emplettes ou chez les pâtissiers pour manger des babas au rhum. Elle ne se fatigue de rien et veut tout voir. Cela marche d'une façon inattendue comme dans un rêve. Cela me coûte un argent fou, mais je le sème avec bonheur pour lui procurer une fois dans sa vie ce plaisir. Il me semble même que je rachète ainsi l'argent que j'ai plus mal dépensé ailleurs. Pour moi, c'est une vie dévorante. Combiner mon temps pour les promener toutes deux, et pour mener ma vie à moi, la vie de Pierre Loti. Et, rentrant la nuit, achever fiévreusement mon feuilleton pour Le Temps, note. Le Temps publie alors Pascala Ivanovitch. Voir Madame Adam, Sarah Bernard, Daudet, Feuillet, J. Sandeau, etc. Et des journalistes et des gommeux et des filles à la mode et des amis tout dévoués qui me surgissent de partout à mesure que les rayons montent autour de mon nom, bien adulé pour l'instant, bien encensé dans ce monde absurde et factice où se font les réputations parisiennes. Je reçois le tout avec une indifférence qui n'est pas jouée. Je manque d'air et de soleil au milieu de tous. Tout cela n'est bien que vanité et rongement d'esprit. J'ai le cœur affreusement vide. Mon seul plaisir est celui que je procure à ma mère. Le temps est pour nous, et le ciel reste beau sur nos promenades d'automne. Mercredi 4 octobre, plus 3 jours. Continuation de la vie surmenée de Paris, des compliments, toujours, des succès. Promener au bois avec mon ami B.
Défilé et présentation de tout le personnel de la galanterie parisienne. Par mes livres, je suis déjà connue de toutes ces filles. Une soirée très charmante, celle-là, avec madame Juliette Adam, qui m'expose, pour me convaincre, ses étranges théories sur la mort, avec une foi profonde dans la vie d'après. Dans la vie d'après. Vendredi 7 octobre. Encore des journées passées de cette existence en partie double ou triple. À 6 heures du soir, laissant ma mère et Ninette à Paris, je pars pour Lille pour tenter de voir Joseph et d'en avoir le cœur net avec lui. Note. Lottie n'a pas revu Joseph Bernard depuis leur séparation au Sénégal, juin 1874. Mais ils ont correspondu. Reprise. À 10 heures, j'arrive à Lille. À l'hôtel, on me donne cette même chambre à 2 lits où on nous avait mis tous deux à notre retour du Sénégal il y a 7 ans. Samedi 8, lendemain. À 9 heures le matin, je me mets en route par un temps glacial. Dans les rues, un mélange de boue et de glaçons. Une pluie froide et pénétrante. Il fait presque noir et personne dans les rues. Je retrouve sa maison sans trop de peine. Je tremble qu'on me dise qu'il n'est pas à Lille. Mais si, on me fait entrer, on va le prévenir. Dans le salon bleu sans feu, le jour paraissant à peine levé, je l'attends, avec un battement de cœur. Joseph entre. Il s'arrête, devient pâle, et puis me serre dans ses bras, m'embrasse et pleure. L'explication n'est pas longue. Il se fait dans sa vie un écroulement de 6 années, et j'ai retrouvé à peu près l'ami d'autrefois. Joseph m'emmène chez lui par la pluie battante et glacée. Quel temps funèbre sur notre entrevue. Me voilà installé dans sa maison au coin du feu. Je déjeune avec sa femme et ses petites filles. Bientôt il nous semble que nous nous sommes quittés hier, et nous nous appelons frères comme autrefois. On veut me retenir. À 1 heure cependant je pars. Joseph vient me conduire et m'embrasser à la gare. À 6 heures je suis à Paris pour dîner chez Aimé avec ma mère et Ninette. 9 octobre, le lendemain. À 8 heures du matin, je vais conduire à la gare d'Orléans ma mère et Ninette. Note. Aujourd'hui, gare d'Austerlitz, gare d'Orléans. Bien installées dans leur compartiment de première, elles arriveront toutes seules à bon port. Il me faut les laisser. C'est fini ces 15 jours à Paris que ma pauvre chère vieille mère rêvait depuis sa jeunesse, et que moi aussi depuis longtemps je rêvais de lui procurer. Tout s'est passé à souhait. Et maintenant il me faut continuer ailleurs mon pèlerinage. De dernières courses toute la journée. Le soir, en costume de voyage, je m'en vais par habitude d'autrefois dîner dans un restaurant du quartier latin. Puis je me fais conduire à la gare de Lyon et je m'endors épuisé de fatigue dans un compartiment de l'express Madame Turin. 10 octobre. Je m'éveille bien loin de Paris, sur les bords du lac de Chambéry, tout inondé de soleil. Et je songe à mon fils. Note. Le fils qu'il a eu avec la dame de Genève, que je verrai après-demain, et qui est déjà près de moi, derrière ces montagnes. À 1 heure, j'arrive à Annecy. Quand j'ai fait ma toilette à l'hôtel, euh, je m'achemine par les petites rues de la ville savoyarde vers le faubourg où je vais demander mon ami Éminet. Il y a 2 ans que j'ai cessé de lui écrire, et là encore je tremble qu'on ne me dise il a quitté le pays par quelques coups de tête et nous ne savons plus où il est. Mais non. Les bonnes gens du quartier me répondent il est marié depuis le printemps et habite à Cran avec sa jeune femme et son vieux père. Je connais le chemin et me mets en route pour le village de Cran. Seul dans la campagne fraîche et silencieuse, j'admire ce beau pays que je reconnais, je respire l'air vif et pur des montagnes. Voici les vieilles forges de Cran, avec la rivière qui les fait tourner en bouillonnant. Je demande F. Éminet, qu'on va m'appeler, il arrive en courant, et m'embrasse avec une joie d'enfant. Mon portrait est partout dans leur chambrette. Marthe, sa femme, est au courant de toutes les histoires de ma vie d'autrefois. J'emmène François à Annecy, et nous allons dîner ensemble dans la campagne à la petite auberge des bords du lac comme jadis. Plus de touristes. La saison est avancée et froide. Nous sommes seuls. Ce beau lac au clair de lune a une majesté triste.
Le vent qui vient des montagnes est froid et lugubre. 11 octobre, lendemain. Un jour de repos et de grand calme dans la campagne d'Annecy, un beau ciel pur. Le ciel d'automne n'a déjà plus de chaleur et les feuilles tombent. François m'a fait promettre de ne pas aller demain à Genève. Il a raison et je tâche d'en avoir le courage. Au village de Talloires, sur l'autre rive du lac, on nous sert à manger dans le jardin d'une vieille abbaye, sous un berceau de vigne qui surplombe l'eau tranquille et profonde où se mirent les grandes montagnes. On nous invite à cueillir pour notre dessert les raisins qui pendent au-dessus de nos têtes. Les pampres sont jaunis, un vent froid descend d'en haut, des bois de chêne, un frisson mélancolique d'arrière-automne. La vieille abbaye et la campagne alentour sont silencieuses. Je songe au passé, à mon fils. François, qui est heureux, lui, me parle de son bonheur, de Marthe sa femme, de son avenir paisible de médiocrité et de travail. On entend dans les bois un chant de jeune fille. Une bergère jette à pleine voix, à l'écho de la montagne, une chanson savoyarde vieille et sauvage. À 5 heures, nous reprenons le bateau pour traverser le lac et rentrer à Annecy. Après souper, je vais au village de Cran faire mes adieux à la femme de François. François vient, au beau clair de lune, me reconduire à Annecy. 12 octobre. À 7 heures du matin, au petit jour, François vient me dire adieu à la gare. Je pars, soi-disant pour Marseille, mais je n'ai pris mon billet que jusqu'à Aix. Note Aix-les-Bains. À Aix, je change de route. Le courage de tenir ma résolution me manque tout à coup. Genève. C'est peut-être bien la dernière fois que je le vois, mon fils. Et une envie folle m'a pris de l'emmener, de le voler, de l'emporter par n'importe quel moyen en laissant tout derrière, quelque part où on ne sache plus nous retrouver. Il est beau, mon fils, et je sens que s'il mourait, ma vie s'en irait avec lui. Il me ressemble, avec beaucoup plus de régularité dans les traits, et puis plus de forme et de vigoureuse fraîcheur, parce qu'il grandit au plein air des montagnes, alors que j'ai été élevé, moi, en plante de serre, pour le malheur de ma vie. 13 octobre. Quitter Genève avant jour. Déjeuner à Chambéry. En chemin de fer toute la journée sur la ligne pittoresque qui descend par Grenoble et les Alpes. On passe très haut dans la région des noirs sapins et des nuages. Des ravins sinistres, des stations qui ont des airs sauvages et désolés, un froid glacial sous un ciel sombre, un grand vent d'ouragan qui siffle dans les gorges, ébranchant les sapins et couchant toutes les plantes. À minuit à Marseille. À 2 heures du matin à Toulon. J'éprouve une sorte d'enivrement inattendu en retrouvant cet air chaud de la Provence, la nuit douce et parfumée des senteurs de ce pays qui est déjà le commencement des régions du soleil. Je vais frapper aux portes de plusieurs hôtels où des gens mal éveillés me répondent qu'il n'y a plus de place. Cela m'est égal. Volontiers, je resterai jusqu'au jour à errer dans ces rues de Toulon où circulent les gros rats, les garis, où l'air tiède est tout plein de senteurs méditerranéennes. Je retrouve vivants mes souvenirs de plusieurs époques, et surtout les vagabondages nocturnes de ces nuits chaudes de l'été 1880, la saison la plus libre et la plus heureuse de ma vie d'homme.